Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News, vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. C'est depuis Alger, capitale de tant de résistance, que les voix des dirigeants africains se sont élevées pour ouvrir le débat que beaucoup veulent éviter, celui de la réparation coloniale et des nouveaux rapports de force qui se redessinent en Afrique, notamment à travers ce qu'on appelle désormais le processus d'Oran. Alger a accueilli cette année des voix venues de tout le continent africain, des chercheurs, des militants, des économistes, des historiens, tous porteurs d'un même message. L'ordre colonial n'a jamais vraiment disparu. Il s'est transformé pendant plus d'un siècle. L'Afrique a été pillée, exploitée, infantilisée. Des millions de vies ont été détruites pour enrichir, nourrir la civilisation occidentale. Depuis Alger et d'une seule voix, l'Afrique affirme que le colonialisme n'a pas été un accident de parcours. C'est un système structuré, froid, méthodique de domination. Et ces injustices d'hier continuent de produire les inégalités d'aujourd'hui. Les réparations, ce n'est pas qu'une question de mémoire. C'est une question de justice économique, de souveraineté et d'avenir. C'est aussi une question de rapport de force. Les puissances coloniales ou les ex-puissances coloniales ne rendront jamais d'elles-mêmes ce qu'elles ont pris. Cette idée n'est pas nouvelle en Afrique. D'ailleurs, la réflexion des pères fondateurs du panafricanisme en est la preuve. Même si, là aussi, il faut le dire, que c'est par la question des accès sécuritaires qu'on peut illustrer le plus cette réalité. La réalité des rapports de force. Madame, Monsieur, installez-vous confortablement. Cap sur l'Afrique revient juste après cela. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le plateau de Cap sur l'Afrique. Et ce soir, j'ai un habitué de Cap sur l'Afrique et c'est toujours un immense plaisir de le recevoir. Il est spécialiste du droit international, fin observateur des questions internationales et de la géopolitique. Il est aussi connu pour ses travaux concernant la justice économique, les mécanismes juridiques permettant aux pays africains de défendre leur souveraineté face aux anciennes puissances coloniales et au néocolonialisme. Bassam Larraj, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir et un honneur de vous accueillir. Bassam Larraj, on va essayer de planter le décor, comme vous l'aurez compris lors de mon introduction. On va essayer de revenir sur les questions de l'heure, les questions de la réparation, mais aussi les accès sécuritaires et les mécanismes qui ont été mis en place par l'Union africaine pour unir les voix face aux accès sécuritaires et aux ingérences. Mais j'aimerais d'abord vous parlez de ces chiffres, des chiffres qui donnent froid dans le dos. Alors, depuis le XVe siècle, la traite transatlantique ou la traite des esclaves, c'est entre 12 et 15 millions de personnes qui ont été déportées depuis le continent africain, dont la plupart ont été morts lors du voyage ou bien en captivité. Il ne faut pas avoir peur des mots, il faut le dire. Au Congo belge, c'est 10 millions de morts. Lors du génocide Herero, en Namibie, c'est 100 millions de morts. En Algérie, c'est 1,5 million de morts durant 7 ans, durant la guerre de libération nationale. Aujourd'hui, autant qu'Africain, autant qu'Algérien, libre et indépendant, que vous inspirent ces chiffres? C'est que le continent africain a été réellement traumatisé par tout ce processus colonial, comme vous venez de le dire, qui a commencé dès le XVe siècle avec la traite négrière, et tout l'intérêt de la conférence d'Alger réside dans cela, parce que c'est vraiment la première fois qu'on a tout le continent africain qui parle d'une seule voix, à l'initiative de l'Algérie et de l'Union africaine, donc l'organisation du continent africain, et qui est en réalité pour la première fois regroupe les différentes thématiques liées à la colonisation, donc que ce soit la colonisation assez récente, les victimes humaines, les destructions culturelles, l'impact sur l'environnement durant cette période. Et donc toutes ces thématiques ont été abordées par cette conférence pour mettre en avant en réalité tous les crimes coloniaux et leurs dimensions en réalité multiples et tous les aspects qu'elle a pu avoir durant plusieurs siècles de colonisation directe ou indirecte. Bassam Larraj, vous, aujourd'hui, en tant qu'observateur des questions internationales, en tant qu'expert en droit international et en tant qu'expert en géopolitique, quand on parle de la colonisation, est-ce qu'aujourd'hui, bien évidemment, on parle de la mission civilisatrice, vous faites bien de le dire, il faut qu'il y ait réparation économique, il faut qu'il y ait réparation culturelle, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que finalement, à côté de cette mission civilisatrice, les deux piliers de cette mission civilisatrice
ont un fondement juridique? Est-ce qu'on peut considérer la colonisation comme étant un système réfléchi, mis en place, un système de domination mis en place pour la domination du Nord sur le Sud, de la civilisation blanche sur les civilisations du tiers-monde? Bien sûr, ça a été un système réfléchi qui a été imposé aux pays qui ont été colonisés durant plusieurs siècles. Et l'argument de la mission civilisatrice n'est qu'une excuse en réalité pour justifier l'occupation et la domination d'un territoire, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan économique. Il ne faut pas oublier que l'Afrique a été, durant cette période, le grenier et le fournisseur des ressources premières, des matières premières pour les États coloniaux, sans parler de l'exploitation humaine qui a été imposée aux Africains et d'autres pays, bien évidemment, en Asie ou en Amérique latine, durant toute cette période coloniale qui a duré plusieurs siècles. Très bien. On va juste faire une petite précision sur la conférence qu'il y a eu le 30 novembre et le 1er décembre à Alger concernant la réparation. Pour la première fois, on a l'impression que l'ensemble du continent africain voit large, voit à travers l'ensemble de son histoire avec beaucoup d'honnêteté et beaucoup de franchise. D'ailleurs, il est question des Caraïbes, il est question des Afro-descendants, il est question des Africains établis en Afrique elle-même, des diasporas africaines. Ma question est finalement, l'essentiel du travail de la mémoire, les Africains l'ont fait. Qu'est-ce qui bloque l'Occident dans cette question? Parce que l'enseignement de l'histoire, l'enseignement du droit, la culture mainstream, tout ce qui fait de la civilisation, entre parenthèses, occidentale, nie catégoriquement cette période. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on refuse encore en Occident de voir l'histoire en face, alors qu'en Afrique on est décomplexé sur notre histoire? Oui, tout simplement parce que ça renvoie à l'Occident son image de puissance coloniale et en contradiction avec son discours de mission civilisatrice et de respect des droits de l'homme, etc., qu'on peut retrouver dans différents pays, notamment européens. Et la réalité, en réalité, de la colonisation a été tout l'inverse. Les principes humains, les droits de l'homme n'ont pas du tout été respectés par rapport à ce qu'on appelait les indigènes, donc les populations locales. On avait un système de domination de deux catégories de population entre les colons et les indigènes, comme je viens de le dire, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur le plan économique et humain et les rapports de force. Et on avait une domination qui a impacté directement sur ces populations et on voit encore son impact aujourd'hui. Après la décolonisation, on avait des pays où le taux d'analphabétisme était énorme. On n'avait pas de compétences, notamment locales, dans beaucoup de pays, ou très très limitées pour prendre en main les destinées du pays, ce qui explique également les retards qui ont été accumulés tout de suite après les indépendances et l'effort énorme qui a été fait par beaucoup de pays, notamment qui étaient victimes de cette colonisation, notamment de l'Algérie, pour essayer de combler ce déficit assez rapidement pour reprendre le train du développement avec les compétences locales. D'ailleurs, les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, est-ce qu'il faut préciser aujourd'hui que concernant l'impact de la colonisation en Afrique, les chiffres restent encore très timides ou les chiffres restent encore approximatifs? Qu'est-ce que finalement ce manque d'audit, si je peux m'exprimer ainsi, utiliser ce mot, dit sur la domination et sur les rapports nord-sud et sur justement cette volonté de l'Afrique d'en finir avec cette partie de notre histoire par la réparation? Donc là, ça renvoie à une question très importante qui est la question de la quantification en réalité du nombre de victimes africaines de manière globale qui ont été touchées directement par cette colonisation, l'impact de la colonisation sur la destruction des biens matériels et immatériels également dans le continent africain. Et tout ça, ça a une valeur. Donc ça, c'est aux Africains en réalité de faire ce travail de quantification qui prendra nécessairement du temps parce qu'il faudra faire un travail minutieux et global pour l'ensemble du continent africain. Et de l'autre côté, il y a la problématique de l'accès aux archives coloniales. Et donc là également, il y a tout un travail de pression qui doit être mené par les pays africains, et d'où l'intérêt de parler d'une seule voix unie dans le cadre de l'Union africaine, comme l'a montré la conférence d'Alger, qui pose en réalité les jalons d'un processus très important, mais qui prendra bien évidemment du temps pour aboutir. Et c'est l'accès à ces archives qui pose aujourd'hui encore problème. On voit que dans certains pays anciennes puissances coloniales, je dirais, il y a des archives qui commencent à être ouvertes, donc c'est très intéressant pour les chercheurs européens ou occidentaux de manière générale, mais tout particulièrement pour les chercheurs africains qui travaillent sur ces problématiques. Mais le problème, c'est que parfois on a un accès encore très très limité par rapport à ces archives et une reconnaissance également encore qui reste très limitée.
on a une ouverture par bribes, on n'a pas encore une ouverture globale qui permette de faire un travail global. Et on le voit notamment dans le cas de l'Algérie par rapport à ses rapports à la France. Justement, sur cette question des archives, qui est une question épineuse, que ce soit dans la question de la mémoire concernant l'Algérie, on voit aujourd'hui l'Algérie, contrairement à ce que l'Occident a longtemps prétendu, elle est le porte-voix d'une Afrique, elle est le porte-voix d'un Sud global qui se veut aujourd'hui face à l'histoire. Est-ce qu'il y a un fondement juridique pour que les puissances occidentales laissent ces archives chez elles? C'est quoi le mécanisme finalement? Est-ce qu'il est en adéquation avec le droit international? Est-ce qu'il est en adéquation avec les chartes onusiennes? Qu'est-ce qui bloque finalement? Ou il est simplement question d'une volonté politique occidentale? Non, en ce qui concerne les archives, c'est chaque État ça relève de sa souveraineté, qui décide d'ouvrir ou non les archives. Après, on a ce qu'on appelle certaines archives qui sont classifiées, et donc on a besoin d'attendre un certain temps pour que l'État décide de l'ouvrir, mais rien n'empêche en réalité des négociations bilatérales ou multilatérales pour pousser à une ouverture plus rapide de ces archives, parce qu'on comprend bien évidemment tout le problème qui tourne autour de ces archives, parce qu'ils peuvent permettre de divulguer certains crimes qui ont été commis durant la colonisation, même si on les a maquillés. Et donc tout l'intérêt finalement de travailler et de continuer à mener ce combat de longue haleine qui prendra, comme je l'ai dit tout à l'heure, un certain temps. Mais d'où l'importance également de l'unité sur le plan africain pour pousser en ce sens. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'Algérie a historiquement été le porte-voix du Sud, en réalité, notamment pour les peuples colonisés. Et tout de suite après son indépendance, elle a mené ce combat en accueillant sur son territoire différents groupes indépendantistes qui luttaient pour leur indépendance, d'où l'appellation de l'Algérie de la Mecque des révolutionnaires. Et ce nom ne vient pas de nulle part. Et on comprend toute la logique qui a mené à ça, parce que l'Algérie a été l'une des principales victimes de cette colonisation, et sa guerre d'indépendance également a été un exemple de dimension mondiale en réalité de libération des peuples, d'où également l'intérêt que l'Algérie continue en réalité d'être un exemple sur ce plan et de porter la voix africaine. Et d'où l'organisation de ce sommet à Alger. Donc il y a toute une symbolique derrière. Il faut aussi préciser que ce sommet a été mis en place à l'initiative du président Abdelmadjid Tebboune lors du dernier sommet de l'Union africaine. Il faut rappeler aussi que cette année de l'Union africaine est placée sous le thème de la réparation pour les Africains quant aux crimes de la colonisation et la transatlantique, que ce soit pour les afrodescendants et les Caribéens. Bessem, lors de ces 2 jours de conférence de conclave ici à Alger, qui a réuni l'ensemble des dirigeants africains, des hauts responsables africains, mais aussi des experts, des sociologues, des militants panafricains, et des historiens. Des historiens. Il y avait beaucoup d'historiens. Le travail en Afrique est fait. Il y a aujourd'hui, les pays africains ou les dirigeants africains, les panafricains, exigent réparation. Quand ils exigent réparation, on parle aussi de compensation financière, du retour de l'ensemble du patrimoine culturel qui est éparpillé un peu partout en Occident. Quand on parle quand on parle de cette réparation financière, qui doit payer aujourd'hui? Est-ce les multinationales? Est-ce les États? Est-ce les deux? Est-ce les institutions internationales? Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant qu'expert, qui doit payer et comment? D'abord, la première des choses, comme on a dit tout à l'heure, c'est de quantifier en réalité les victimes et le montant, on va dire, approximatif, si on peut le dire, des dégâts coloniaux sur les anciens territoires qui ont été occupés. Après cela, il y a la question de faire reconnaître cette colonisation comme crime contre l'humanité. La colonisation sous ses différents aspects, en réalité, que ce soit les attaques contre les civils, les destructions de biens, les atteintes à l'environnement avec les essais nucléaires, comme on a pu le voir ici en Algérie. Donc il y a vraiment différents éléments qui rentrent dans cette question coloniale. Et tout le travail de l'Union africaine aujourd'hui, de faire connaître cette colonisation en tant que de crime contre l'humanité. Après, il y a le processus, comme vous l'avez dit, de l'indemnisation qui peut prendre différentes manières en réalité. Et on le retrouve même dans la déclaration d'Alger, à travers l'effacement des dettes des pays africains. Par exemple, ça peut être une solution de remplacement d'un remboursement direct d'une indemnisation directe de la période coloniale, donc l'effacement des dettes, des prêts et d'aide au développement intéressant de la part des anciennes puissances coloniales. Justement, l'histoire de la dette, on va essayer d'en revenir lors de la deuxième partie de cette émission. Bessem Laredj, on va essayer de faire une jonction, parce que comme je le disais aussi lors de mon introduction, il y a eu aussi à Alger, lors
1er et 2 décembre ce qu'on appelle le processus d'Oran, qui est un processus, qui est une plateforme qui a été mise en place il y a plus de 12 ans pour que l'Afrique justement réfléchisse là aussi d'une voie unie, sa sécurité et sa vision sécuritaire. Le tout sous l'initiative là aussi de l'Union africaine et d'Alger. Vous le dites si bien d'ailleurs, Alger est au cœur de ces questions stratégiques aujourd'hui pour l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, pour les Africains, apporter une réflexion sur le sécuritaire, sur la réparation, sur la mémoire, sur la colonisation, sur le retour de l'ensemble de nos patrimoines, sur ces questions d'identité, sur la question de nos pères fondateurs. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un luxe ou est-ce que finalement il est question de priorité aujourd'hui? Parce que si, à entendre certains observateurs, on pourrait presque croire que parler de réparation ne devrait pas être un des objectifs aujourd'hui de l'Afrique, parce qu'il faut parler de la modernisation, parce qu'il faut parler de ces grands débats qu'on voit dans les télés occidentales. Qu'en pensez-vous? Non, c'est une nécessité pour l'Union africaine, les États africains, de parler d'une voix unie, en réalité, d'où l'intérêt de ce type de sommet et de conférences. Et toutes les questions, en réalité, sont interreliées entre elles. Que ce soit la question de la colonisation, la question des séquelles et des conséquences de la colonisation sur les anciens territoires colonisés et sur les populations locales de ces territoires, évidemment, avec toutes les problématiques que cela a laissées en termes de frontières, en termes de confrontation ethnique entre différentes populations d'un même État ou entre deux États indépendants, sans parler des questions sécuritaires aujourd'hui qui se posent directement sur le continent africain. Et on le voit même au niveau des frontières de l'Algérie avec le Sahel ou avec la Libye et leur impact sur la sécurité des nations. Et on voit que, pour revenir à ces questions sécuritaires et les ingérences étrangères qui ont pu être qualifiées aussi par certains comme une forme de néocolonialisme aujourd'hui, parce qu'on voit des États étrangers, des acteurs étrangers au continent africain parfois s'ingérer dans des problématiques africaines pour défendre leurs propres intérêts qui peuvent être en contradiction avec les intérêts de ces États et du continent africain, ce qui en réalité contribue à complexifier les problématiques sécuritaires qui se posent sur les continents africains face à des problèmes qu'on aurait peut-être pu résoudre plus facilement entre Africains sans les interférences et les ingérences étrangères. On va revenir aussi à un autre sommet, c'était le sommet de Luanda qui a réuni l'Union africaine et les dirigeants de l'Union européenne. Lors de ce sommet, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a eu un discours qui a retenti dans les oreilles des présents et dans l'ensemble des panafricains. Il affirme qu'aujourd'hui, les ingérences étrangères sont responsables des abcès sécuritaires, sont responsables de l'ensemble des abcès sécuritaires que connaît aujourd'hui l'Afrique, que ce soit au Sahel, que ce soit au Soudan, et l'ensemble de ce qu'on appelle les tragédies qui traversent l'Afrique. D'ailleurs, on a tendance à mettre sur l'Afrique cette image de pays instable. Il affirme qu'aujourd'hui, il est important de revenir aux responsabilités originelles qui sont les interventions étrangères. Est-ce qu'à votre avis, le discours de Ahmed Attaf aujourd'hui est nécessaire dans l'Afrique d'aujourd'hui, de remettre les responsabilités à l'Occident et aux interventions étrangères? Effectivement, le discours du chef de la diplomatie algérienne était très clair et il est très pertinent en réalité parce qu'il met le point sur un point central qui est les interventions étrangères et les ingérences étrangères dans les conflits africains. Et en réalité, cette instabilité africaine est liée en grande partie à ces ingérences. Et le meilleur exemple, c'est le cas libyen de 2011, où on a eu une coalition étrangère qui a fait une intervention dans le territoire libyen pour faire tomber concrètement le régime de Kadhafi. Et on voit tout l'impact que cela a eu sur la zone sahélo-maghrébine en réalité. Parce qu'après la chute de Kadhafi, on a l'instabilité déjà qui s'est instaurée en Libye, qui dure jusqu'à aujourd'hui. Le pays est encore divisé en raison de ces interférences et ingérences étrangères. On a deux gouvernements qui sont soutenus par plusieurs parties différentes, donc ce qui alimente en réalité la crise libyenne et qui a eu, comme on l'a dit, des répercussions sur le Sahel directement. La crise malienne est la conséquence directe en réalité de la crise libyenne. Et on voit tout l'impact sécuritaire que cela a aujourd'hui, que ce soit sur les pays maghrébins ou même sur l'ensemble des pays sahéliens, avec la montée en puissance de l'instabilité des groupes djihadistes dans cette zone et surtout le risque de déstabilisation globale. Sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, qui va de l'Afrique sahélienne, de l'Ouest et même également jusqu'au golfe de Guinée finalement. Du Maghreb. Et on voit que tous les États finalement frontaliers de l'Algérie connaissent aujourd'hui une instabilité chronique qui peut impacter la sécurité de plusieurs États de la région.
Monsieur Laredge, aujourd'hui, des processus comme celui d'Oran qui cette année exceptionnellement s'est tenu à Alger pour la 12e édition, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il est primordial d'avoir ce genre d'initiative où l'Afrique a... Finalement, ce processus, c'est vraiment l'idée qu'aujourd'hui l'Afrique doit réfléchir sa sécurité loin des interventions étrangères, loin des dictats de l'Occident. Comment est-ce que ce genre de mécanisme aujourd'hui interfère directement sur les politiques de chaque pays, que ce soit le Mali, que ce soit le Nigeria, que ce soit l'Algérie, la Tunisie, l'Afrique du Sud? Comment est-ce qu'aujourd'hui ça impacte cette vision globale? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que cette vision de l'Afrique globale a des répercussions directes sur chaque pays? On le voit effectivement avec le processus d'Oran, il y a une volonté de la part des dirigeants africains de mettre en place des mécanismes pour que les États africains puissent parler d'une seule voix et résoudre en réalité leurs problèmes et les tensions internes au continent par eux-mêmes, sans passer par les ingérences étrangères qui ne font qu'amplifier les crises africaines. Et l'intérêt du processus d'Oran, ça a été également de mettre l'accent sur le rôle du Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, dont l'Algérie est membre aujourd'hui, qui peut être un mécanisme efficace en réalité pour contribuer à la résolution des litiges du continent africain, et de mettre ça également en parallèle avec le rôle du Conseil de sécurité, et dans lequel on a ce qu'on appelle le groupe des 3A. Donc c'est les 3 États africains qui sont actuellement membres du Conseil de sécurité, donc l'Algérie, le Sierra Leone et la Somalie, et donc pour qu'ils puissent parler également d'une seule voix au sein du Conseil de sécurité pour faire porter la voix de l'Union africaine, et donc pour faire comprendre en réalité d'une manière donnée, je dirais une coloration africaine aux problématiques africaines, et donc pour mieux comprendre pour les autres États les différents sujets qui peuvent se poser sur le continent africain et certaines problématiques. Les pays occidentaux peuvent ne pas avoir en réalité une vision qui corresponde à la réalité locale. Et donc, on a besoin de ce regard africain qui est mieux placé pour répondre à ces crises. On sait qu'aujourd'hui, le regard occidental, c'est un regard qui est posé dans le tout sécuritaire, parce qu'ils sont là pour protéger des intérêts clairs, des intérêts qui protègent et qui sont là depuis le XVe siècle, depuis la traite transatlantique. La vision africaine, comment est-ce qu'on peut la qualifier aujourd'hui? Est-ce que c'est une vision qui affirme aujourd'hui finalement que le développement et le sécuritaire s'accompagnent l'un l'autre? Est-ce que c'est une vision qui est sur un tout sécuritaire mais 100% africain? Comment est-ce qu'on qualifierait aujourd'hui la vision sécuritaire africaine? Non, je dirais que la vision sécuritaire africaine est une vision multidimensionnelle, et on la retrouve même dans le discours de l'Algérie pour la résolution des problèmes africains, et notamment pour la question malienne, parce que c'est une question qui fait l'actualité sur le plan international aujourd'hui. On voit que le discours tout sécuritaire qui a été adopté par les autorités maliennes issues du coup d'État de 2021, finalement, est un échec total. Et malgré les ingérences étrangères, on a vu leur collaboration avec des structures ou des mercenaires comme l'Africa Corp, mais qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Et on revient finalement à la vision algérienne par rapport à la résolution de ce conflit, qui avait mis en avant cette question multidimensionnelle. Effectivement, il y a l'aspect sécuritaire qui se pose, mais parallèlement à cet aspect sécuritaire, il y a l'aspect social également qui peut se poser, culturel, etc., notamment si on parle du nord du Mali. Et donc un processus purement sécuritaire ne peut pas aboutir à un règlement des crises africaines. Très bien, Bassam Laredge. Moi et mes chers téléspectateurs, on vous retrouve dans un court instant, juste après cette petite page publicitaire. Madame, Monsieur, re-bienvenue. Comme vous le savez, on est sur Cap sur l'Afrique et ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagné de Bassam Laredge, spécialiste en droit international et en géopolitique. Bassam Laredge, merci d'être des nôtres ce soir. Et ce soir, on se pose sur la question de la réparation, mais aussi sur la question de la sécurité en Afrique, à la lumière de 2 conférences importantes qui se sont déroulées du 30 novembre au 2 décembre ici à Alger. D'abord, la conférence sur les réparations des crimes coloniaux, ainsi que la traite transatlantique pour les Africains et les Afro-descendants, ainsi que sur le processus d'Oran qui, cette année, exceptionnellement, s'est déroulé à Alger. Bassam Laredge, lors de la première partie, vous avez conclu l'émission, vous avez conclu votre intervention en affirmant qu'aujourd'hui, la vision africaine est une vision qui est multidimensionnelle, qui se base sur plusieurs aspects de la réalité du terrain africain, qui soit sécuritaire, économique, social et
finalement psychologique aussi des populations. Est-ce que finalement on peut affirmer que par cette vision ou par des processus comme celui d'Oran, aujourd'hui l'Afrique est en train, par la sécurité, l'Afrique est en train de démontrer un processus économique aussi, un processus de contrat social, un processus finalement, comme vous le dites, multidimensionnel qui ne répond pas qu'à la question sécuritaire, qui répond à d'autres besoins aussi? Non, je pense que l'Union africaine et les États africains de manière globale ont compris qu'on ne pouvait pas répondre aux défis sécuritaires juste par des réponses purement sécuritaires ou militaires, parce que cela ne fait que, en réalité, amplifier et nourrir certaines crises. Et donc parfois, des réponses socio-économiques sont nécessaires pour résoudre certains conflits dont la dimension sécuritaire n'est que secondaire en réalité. Et donc il y a une prise de conscience globale sur le continent africain de manière générale. Après, bon, malheureusement, on a encore certains régimes qui n'ont pas intégré cet aspect. On avait parlé du Mali avec les autorités maliennes, qui restent encore focalisées sur cet aspect purement sécuritaire et qui a montré finalement son échec au cours de ces dernières années, depuis 2021 tout particulièrement, où finalement la réponse sécuritaire a donné des effets inverses. On a vu finalement une amplification de la déstabilisation de la zone, une montée en puissance de certains groupes terroristes qui soient liés à Al-Qaïda ou à l'État islamique, et finalement le risque de déstabiliser l'ensemble de la région. La crise malienne impacte tous les États frontaliers de ce pays et même au-delà. Est-ce que je peux dire aujourd'hui que finalement cet objectif, l'objectif du processus d'Oran ou de la plateforme de réflexion d'Oran qui a émané par l'initiative d'Alger, suivie par le Conseil paix et sécurité dont on parle peu de l'Union africaine, a pour objectif finalement de permettre aux pays africains de contrôler non seulement leurs ressources, mais aussi leur souveraineté et leur avenir? Est-ce que l'enjeu aujourd'hui pour le continent africain, contrôler ses ressources, son avenir et sa souveraineté? Bien évidemment, c'est le but final en réalité de ce type de structures qui sont chapeautées finalement par l'Union africaine, qui a pour but donc de pousser les États africains à parler d'une seule voix et à défendre leur souveraineté, que ce soit sur l'ensemble du continent ou sur leur souveraineté étatique. Et donc la préservation des ressources en fait bien évidemment partie, et également la question sécuritaire, donc pour essayer de régler les problèmes africains par les Africains directement, sans autoriser des ingérences et des interférences étrangères qui peuvent avoir des intérêts, comme on l'a déjà dit, en totale opposition avec les intérêts des États africains. Une puissance étrangère, lorsqu'elle vient sur le continent africain, c'est d'abord pour défendre ses propres intérêts, et quitte que ce soit en opposition avec les intérêts d'autres États dans la zone. Et on le voit avec la crise libyenne, la crise malienne, etc. Justement, quand vous parlez de la crise libyenne, de la crise malienne, on peut aussi ajouter le Soudan. On a durant très longtemps les puissances étrangères qui étaient influentes dans l'Afrique ou qui ont tenté par tous les moyens de déstabiliser l'Afrique. On avait les États-Unis, on avait la France par ce fameux réseau FOCAR, ainsi que la France-Afrique. On avait les anciennes puissances coloniales qui sont le Portugal, qui sont l'Espagne, l'Allemagne. Donc c'est vraiment le vieux continent. Mais aujourd'hui, on est en train d'assister à la naissance d'autres influences étrangères qui sont, j'ai envie de dire, le couple immirationniste. Je ne sais pas si je peux me permettre cette expression. Quel est leur cheminement finalement d'influence? Par quel processus ils arrivent à avoir de l'influence? Est-ce que c'est les mêmes mécanismes que les mécanismes des anciennes puissances coloniales? Est-ce qu'ils servent aujourd'hui d'une continuité naturelle du régime néocolonial et colonial qu'est l'Europe et les États-Unis? Est-ce que finalement ce n'est que la nouvelle façade ou le nouveau visage de l'Occident dans ces régions-là? Effectivement, si on prend le continent africain, on voit l'émergence et l'apparition de nouveaux acteurs étrangers. Traditionnellement, effectivement, c'était les anciennes puissances coloniales qui essayaient, on va dire d'une manière directe ou indirecte, de s'ingérer dans les affaires de leurs plus anciennes colonies à travers des régions qui restaient toujours liées à l'ancienne puissance coloniale avec ses différents réseaux, etc., notamment pour l'exploitation des richesses naturelles. La République démocratique du Congo en est l'exemple le plus édifiant depuis l'assassinat de Lumumba, finalement. Exactement, qui illustre parfaitement ce type de rapports néocoloniaux après les indépendances officielles, en tout cas politiques, des États. Une domination économique s'est poursuivie dans plusieurs États africains parce qu'on avait des dirigeants qui avaient été placés à travers des coups d'État notamment et qui restaient toujours liés à l'ancienne puissance
coloniale. Et aujourd'hui, on voit l'apparition de nouveaux acteurs. Vous avez cité l'exemple des Émiratis. Et là, effectivement, c'est la puissance financière qui contribue et qui aide les Émirats ou d'autres acteurs dans la région qui essayent d'intervenir sur le continent africain pour, comme je le disais tout à l'heure, pour défendre leurs propres intérêts. Et dernièrement, par exemple, il y avait un responsable émirati qui avait été kidnappé au nord du Mali et on l'a libéré contre une rançon phénoménale de 50 millions de dollars. Et c'est un ancien militaire et selon différentes sources, il était là dans le domaine de l'exploitation de l'or. Donc on voit que plusieurs États essayent de jouer un rôle qui peut être en contradiction avec les intérêts du pays lui-même et de l'espace environnant. Vous avez parlé également d'Israël, c'est la même chose, qui essaye également de jouer un rôle sur le continent africain, notamment dans le cadre de sa reconnaissance, je dirais, par le maximum d'États, pour lui donner une certaine légitimité sur la scène internationale et pour montrer qu'elle n'est pas isolée, notamment depuis le génocide qui a été commis à Gaza. Et on voit de nouvelles alliances qui commencent à se dessiner sur le continent africain, qui viennent parfois bousculer les anciennes puissances coloniales ou parfois on a l'impression qu'il y a un schéma directeur, une coopération entre les anciennes puissances coloniales et les anciens intervenants avec les nouveaux intervenants pour défendre leurs intérêts et pour déstabiliser également la zone ou certains pays de la zone qui ne sont pas nécessairement dans leur logique politique. Justement, vous venez de parler de cette manne financière que peuvent représenter certains pays du Moyen-Orient, ici dans le continent africain. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'importance de la dette africaine. Est-ce que finalement, aujourd'hui, cette dette africaine est en quelque sorte un nouveau néocolonialisme imposé aux pays africains, que ce soit par les infrastructures de Bretton Woods, que ce soit par le droit international. Et justement, c'est là où le rôle d'Alger peut devenir intéressant, parce qu'Alger appelle à la réforme justement de l'ensemble de ces structures internationales. Effectivement, la question de la dette est aujourd'hui utilisée comme un levier de puissance et de domination sur les États endettés, notamment les États africains. Et on voit que ça donne une puissance aux États et aux institutions qui détiennent ces dettes à l'encontre des États qui sont soumis à cette dette. Et une réflexion importante, effectivement, doit être menée sur ce plan, d'où également on revient à la conférence d'Alger, donc l'importance que les États africains puissent parler d'une voix unique pour avoir plus de poids sur la scène internationale et réformer les institutions internationales. Vous avez cité les institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale et le FMI, et tout le système en réalité de vote dans ces structures, il est basé sur les pourcentages qui sont liés à la contribution des États annuellement à ces institutions, donc ce qui donne plus de poids à certains États, notamment aux États qui ont les moyens financiers de contribuer et qui peuvent avoir même une sorte d'un droit de veto sur ces institutions. C'est le cas notamment des États-Unis qui détiennent plus de 15%, donc ce qui leur donne de facto un droit de veto au sein de ces institutions, et donc d'où la nécessité de les réformer pour donner plus de poids aux États en développement et notamment les États africains, pour que leur faiblesse économique ne soit pas finalement un fardeau et une sorte de soumission à la puissance d'autres États qui peuvent leur imposer finalement leur dictat indirectement via des institutions internationales comme le FMI ou la Banque mondiale, et qui vont conditionner parfois des prêts qui s'apparentent à des atteintes à la souveraineté des États en question, à des licenciements qui peuvent être massifs et dont l'impact social peut être très important et qui peut donc provoquer finalement à court ou à moyen terme la déstabilisation de ces États. Donc il y a toute une réflexion globale qui doit être menée en adéquation et en parallèle entre les États africains, mais pas seulement, avec l'ensemble des États en développement. Justement, c'est ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, il y a des questions que l'Afrique, avec ses pays champions, on peut parler de l'Algérie, on peut parler de l'Afrique du Sud, on peut parler du Nigeria, on peut parler du Ghana, on peut parler aussi même des BRICS également, qui peuvent être un allié dans ce sens, en réalité. Aujourd'hui, est-ce que ces questions-là ne concernent pas finalement l'ensemble des pays du tiers-monde? Parce que ce que vit l'Afrique avec les puissances occidentales ou les puissances coloniales européennes, l'Amérique latine le vit avec les États-Unis. C'est pratiquement les mêmes histoires, l'assassinat de Allende, la déstabilisation, et on le voit encore aujourd'hui, les politiques de Trump concernant le Venezuela. Finalement, est-ce qu'il n'est pas question vraiment, quand l'Afrique
parle de réparation, est-ce que ces réparations finalement ne concernent pas l'ensemble des pays du Sud global, même si certains pays du Sud global au Moyen-Orient sont finalement les alliés de l'Occident? Oui, c'est une question globale qui se pose, qui ne se limite pas simplement au continent africain. Elle concerne à la fois l'Asie et l'Amérique latine également, qui sont historiquement concernés par ces mêmes problématiques liées à la colonisation et toutes les conséquences directes ou indirectes de ce processus de domination qui a duré plusieurs siècles. Et parallèlement, il y a également une réflexion et un effort, je pense, qui doit être fait aussi par les pays du Sud, dans un effort de développement, comme on l'a vu avec les BRICS. On a vu finalement des champions du Sud qui ont réussi à monter en puissance. Et on a l'exemple de l'Afrique du Sud, justement, qui est aujourd'hui un membre influent des BRICS. Un membre influent, et qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui de ce sommet qui, faut-il le rappeler, s'est tenu il y a quelques semaines à peine en Afrique du Sud et que le président Trump avait boycotté. Qu'est-ce que ça nous dit des rapports Nord-Sud, ce genre d'initiative? Qu'il y a finalement un basculement en réalité qui est en train de se faire aujourd'hui avec la montée en puissance du Sud global, comme on est en train de le qualifier. Les BRICS peuvent être un exemple illustratif et un modèle à suivre en termes d'équilibre de rapport de force, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique. Et on voit de nouvelles alliances qui sont en train de se dessiner, notamment sur le continent africain, ou d'anciennes puissances coloniales. Notamment, on peut prendre l'exemple de la France, qui a perdu énormément d'influence ces dernières années dans sa zone, ce qu'on appelle sa zone d'influence traditionnelle, son précaré post-colonial, et ça concerne d'autres États en réalité. Mais je pense que la France est l'exemple le plus illustratif aujourd'hui. Et on voit finalement d'autres acteurs qui commencent à prendre leur place sur le continent africain. On a parlé des Turcs, on voit les Russes, les Chinois qui sont de plus en plus présents, les Brésiliens, les Américains s'intéressent également, donc essayent de grignoter. Donc là, on voit des rapports de force et toute la problématique géopolitique qui se cache derrière en réalité. Donc on essaye d'exclure un acteur pour le remplacer par d'autres acteurs, mais ça ne va pas nécessairement dans l'intérêt en réalité des États en question, parce que ça crée un processus de déstabilisation, de rapport de force. Et on revient à notre exemple malien ou libyen ou le Soudan aujourd'hui, qui illustre parfaitement ces rapports de force et ce jeu géopolitique qui se joue aujourd'hui en Afrique. Justement, est-ce que peut-être que on va mettre en place aujourd'hui, lors de cette émission, une minute pédagogique. Qu'est-ce que finalement les axes sécuritaires africains nous révèlent aujourd'hui sur la géopolitique africaine? Elle révèle en réalité que le continent africain devient un terrain de jeu des grandes puissances sur l'échelle internationale. Et indirectement, cet affrontement entre puissances déstabilise les États en question. Parfois, on essaye de déstabiliser un régime pour le faire tomber, pour le remplacer par un autre régime qui serait plus conciliant, on va dire, avec les intérêts de telle ou telle puissance. Mais en finalité, le résultat qu'on retrouve, c'est une déstabilisation globale de l'État qui rentre dans une guerre civile qui peut prendre des décennies pour voir le bout, et avec une déstabilisation globale de la zone. Et parallèlement, on voit que certains États profitent de cette déstabilisation pour mener leurs propres agendas en réalité dans la zone et pour finalement défendre leurs propres intérêts, notamment sur le plan économique. Je veux dire, un terrain de conflit ou de guerre permet d'exploiter parfois plus facilement les ressources naturelles de cet État en passant par des mécanismes clandestins pour récupérer des matières premières comme de l'or, comme des diamants. On le voit avec le Soudan, le Mali ou le Congo aujourd'hui. Très bien. Dans cette cartographie, j'ai envie de dire, sécuritaire qu'est l'Afrique aujourd'hui, les puissances sont là, les puissances se livrent bataille. Et pour justement se livrer bataille, ils arrivent avec des projets. La Chine arrive avec un projet qui est les nouvelles routes de la soie. L'Union européenne arrive aussi avec un autre projet qui essaie de contrecarrer en réalité le projet chinois. Le projet chinois. Les États-Unis aussi essayent d'évincer les deux et d'avoir la même mise complète sur l'Afrique. On a l'Italie avec le plan Mattei L'Italie aussi essaye de prendre le précaré français historique en réalité. Donc là, on voit des tensions. Finalement, vous l'avez dit vous-même, l'Afrique est aujourd'hui un terrain de jeu. Et finalement, qu'est-ce que ça nous dit aussi sur les relations de l'Occident? Parce que depuis
3 à 4 années, on va dire, on a tendance à dire que l'Occident est en déliquescence, que l'Occident n'est plus dans cette sacro-sainte union qu'il a mis en place depuis des siècles finalement. Est-ce que vous confirmez cette vision de certains observateurs? Effectivement, donc, comme on prend parfois l'exemple de l'Afrique pour dire que l'Afrique ne parle pas d'une voix unie, on voit aujourd'hui que c'est le même problème qui se pose en Occident. Et si on devait schématiser, on peut répondre l'Union européenne avec les États-Unis. On voit toutes au sein même de l'Union européenne, les voix ne sont pas concordantes systématiquement, notamment avec la crise ukrainienne. Donc on le voit que certains États, effectivement, poussent à l'escalade, alors que d'autres États essayent de calmer le jeu et essayent de trouver un terrain d'entente avec la Russie. Et on voit en parallèle Trump, qui a une position radicalement différente par rapport à l'ancienne administration américaine et qui est en confrontation directe avec les positions, en tout cas, d'un certain nombre d'États européens, ce qui montre finalement la division aujourd'hui qu'on voit dans le monde occidental et les tensions qui peuvent naître au sein de ce monde et en même temps les intérêts qui peuvent opposer les pays occidentaux entre eux-mêmes. Que ce soit en Afrique ou dans d'autres places, si on l'a vu en Afrique, on voit aujourd'hui que les Américains essayent de grignoter ce que vous avez appelé tout à l'heure le précaré historique de la France. On voit également les Italiens qui essayent de rentrer dans cette zone et chacun pour défendre finalement ses propres intérêts. Et sans parler des Chinois, des Russes, des Turcs également, des Émiratis qui essayent également d'avoir un rôle dans cette zone et qui peut être un rôle déstabilisateur. Et qui peut impacter les différents pays de la région. Et là, ça renvoie également à la place de l'Algérie, qui est une place centrale sur le continent africain, en tant qu'État qui peut stabiliser en réalité sa région et jouer un rôle important dans le cadre africain pour pousser l'Afrique à parler d'une voix unique et unie. D'autant plus que l'Algérie affirme, enfin, son histoire et là, c'est l'histoire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de la Mecque des révolutionnaires, des initiatives comme celui du processus d'enregistrement. Je veux qu'on revienne à ce processus. Aujourd'hui, quand on voit ce processus, c'est 12 ans, ça fait 12 ans qu'il existe, c'est la preuve qu'aujourd'hui ce processus tient la route. Si chaque année, avec le même engouement que les dirigeants de l'Union africaine et les dirigeants des pays membres de l'Union africaine se rendent à Oran habituellement et cette année à Alger pour parler de la sécurité africaine d'une seule voix et essayer de coordonner tout ça. Mais quels sont les défis finalement auxquels peuvent faire face aujourd'hui les dirigeants africains? Les dirigeants africains, même durant ce sommet, lors de leurs interventions, comme l'a fait M. Attaf lors du sommet Union européenne, Union africaine, Union européenne, il le dit clairement, les interventions étrangères. Aujourd'hui, on doit en finir avec le néocolonialisme, en finir avec les dominations. L'ensemble des pays africains aussi, ce discours, il est là, ce discours, il est présent. Mais finalement, quels sont les défis? Quand on parle aujourd'hui d'ingérence étrangère, quel est le défi aujourd'hui, c'est de concrétiser matériellement ce discours. Effectivement, là, on a un discours qui va dans le sens que les États africains doivent gérer leurs problématiques sécuritaires et politiques par eux-mêmes. Mais on voit finalement qu'il y a quand même des rapports de force qui restent quand même très importants, certaines alliances avec certains pays qui restent également très importants, ce qui ouvre la voie finalement aux ingérences étrangères. Et on l'a vu avec l'arrivée au pouvoir de nouveaux régimes, notamment au Sahel, avec le Mali, c'est la porte également. Le Gabon. Au Gabon, c'est la porte ouverte. On a vu le président français, d'ailleurs, Emmanuel Macron, se rendre au Gabon comme du temps des dirigeants de la France-Afrique. Oui, donc on voit qu'il y a des portes qui restent assez ouvertes. Comme du temps de Houphouët-Boigny, pratiquement. Aux ingérences étrangères, qu'elles soient occidentales ou non. On a parlé également d'autres ingérences qui peuvent provenir notamment d'un certain nombre de pays du Golfe. On l'avait cité ça tout à l'heure et ça montre finalement l'importance du processus d'Oran qui essaye de mettre en place des mécanismes purement africains pour répondre aux besoins africains et à la réalité africaine. Et l'Algérie est parfaitement placée en réalité pour jouer ce rôle, notamment sur le plan sécuritaire, à travers son expérience. On connaît tous la décennie noire où l'Algérie finalement était confrontée au terrorisme et elle l'a battu par ses propres moyens. Et donc elle est très bien placée pour pouvoir parler sur ces questions, et notamment et c'est la même chose par rapport aux questions économiques et géopolitiques. À travers sa puissance territoriale, économique, historique, l'Algérie
doit jouer, et ce qu'on voit aujourd'hui en réalité, ce rôle de pionnier pour mener les États africains vers cette indépendance politique et géopolitique sur le plan international. Très bien. Est-ce que finalement, aujourd'hui, l'Afrique dispose de mécanismes? Vous avez donné l'exemple de l'Algérie, l'expérience ou l'expertise algérienne. D'ailleurs, une expertise qui a été mise en avant, même lors de la dernière conférence africaine sur les startups. Cette expertise algérienne, cette expérience algérienne dans plusieurs domaines, l'éducation, le sécuritaire, la formation, la santé, on l'a vu durant l'IATF, les infrastructures. En plus de cette expertise algérienne, aujourd'hui, en termes de droit international, est-ce que l'Afrique dispose de mécanismes pour en finir avec les ingérences étrangères, ou ces mécanismes, justement, sont en train d'être créés petit à petit par les processus comme celui d'Oran ou par la conférence pour les... Oui, là, on a deux aspects qui peuvent parfois être en contradiction, parce qu'il y a ce qu'on appelle la question de la souveraineté des États. Donc les États individuellement sont libres de passer des accords avec d'autres États étrangers, ce qui peut ouvrir indirectement la porte à des ingérences étrangères. Et donc toute la difficulté et tout l'intérêt en réalité de ces conférences, c'est de pousser les États africains, puisqu'on parle de notre continent, de parler d'une voie unique pour éviter ce type de problématiques et d'accords qui peuvent impacter négativement d'autres États. Et pour rester sur l'aspect sécuritaire, dans le cadre de l'Union africaine, on a le mécanisme du Conseil de la paix et de la sécurité qui peut jouer un rôle très important pour le maintien de la sécurité sur le continent africain. Dernière question avant d'arriver au temps imparti de cette émission. Durant très longtemps, d'ailleurs je pense que c'est le même problème qui se pose aujourd'hui dans les territoires occupés sahraouis. Par quels moyens les entreprises ou les multinationales ou les États investissent dans des terrains qu'ils affirment être des terrains à risque? Une entreprise n'était pas censée faire en sorte d'investir dans des territoires ou dans des terrains ou dans des pays où il y a zéro risque. Alors qu'en Afrique, plus on dit que plus on a l'impression que plus les pays sont déstabilisés, plus les Occidentaux veulent venir investir et veulent venir mettre de l'argent. Comment vous expliquez cette situation? On voit que certaines entreprises, comme au Sahara occidental, tentent de profiter de la situation particulière d'un territoire ou de la guerre. On peut prendre également d'autres exemples le Soudan, bien évidemment, ou le Mali, exactement, pour essayer de profiter, parce que là, elles peuvent acheter de la matière première à des prix dérisoires et faire des profits énormes. Et pour revenir à la question du Sahara occidental, c'est effectivement, d'un point de vue purement juridique, si on base sur le droit international, c'est un territoire non autonome, donc il y a toute une réglementation spéciale. Et donc lorsqu'une entreprise étrangère souhaite investir dans ce territoire, juridiquement, elle peut être confrontée à différents types de problématiques et être condamnée, être en contradiction avec le droit international. Et donc c'est une atteinte d'abord à son image, à sa réputation, et des poursuites judiciaires peuvent être engagées contre elle. Et là, on voit également les rapports qui peuvent exister entre certains États et leurs entreprises nationales. Donc, ils vont les pousser peut-être à aller investir pour des raisons politiques dans tel ou tel territoire pour essayer d'avoir plus de présence et d'influence dans une zone particulière, même si cela viole bien évidemment le droit international. C'est là peut-être où la voix de l'Afrique peut devenir intéressante quand elle parle de rapport de force d'égal à égal et de partenaires économiques d'égal à égal. Ça répond aussi à cette question peut-être. Et il y a tout un travail à mener, notamment au sein de l'Organisation des Nations Unies. Il y a un travail qui doit être mené effectivement au sein de l'Union africaine en tant que telle, qui rassemble l'ensemble des États africains pour parler d'une voix unique, mais également à titre plus global au sein de l'Organisation des Nations Unies, pour essayer également de faire des alliances avec d'autres États en dehors du continent africain, mais qui sont confrontés aux mêmes problématiques, que ce soit en Amérique latine ou en Asie. Très bien, Bassem Larredj, on a une tradition dans Cap sur l'Afrique, c'est finir sur une note positive. Donc je vous laisse 30 secondes pour une note positive. La note positive, c'est celle de voir l'Algérie qui commence à reprendre sa place sur le continent africain et donc de jouer son rôle de puissance et d'assumer son rôle de puissance régionale et continentale. Et elle a tous les atouts en réalité pour jouer pleinement ce rôle sur le continent africain et dans la région sahélo-maghrébine. Très bien, merci Bassem Larredj. Je rappelle que vous êtes expert en droit international et en relations internationales et en géopolitique. Merci de m'avoir accompagné. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al 24 News. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.